Bonsoir à tous, à chacun. Merci d'être là pour suivre votre émission que vous aimez bien sur la chaîne de référence, l'émission Le Rendez-vous, pour parler de l'actualité. Alors aujourd'hui, nous avons jugé opportun parler de la crise morale en République démocratique du Congo. Je sais que cette crise va de pair avec le chômage et pourquoi pas passer aussi en revue d'autres sujets qui préoccupent au plus haut point. Alors pour passer en revue l'actualité, sur ce plateau, nous avons comme invité honorable Simon Bosso, qui est consultant international. Honorable, bonsoir. Bonsoir Mamadel, bonsoir à tous nos téléspectatrices et téléspectateurs. En forme, ça fait un bail, qu'est-ce que vous êtes devenu? Oui, ben, je suis là, je me suis livré à quelques travaux de recherche pour me perfectionner, notamment dans les domaines de sciences de gestion, parce que je voudrais commencer à écrire de mon expérience. Mais on peut avoir votre réaction, votre opinion par rapport à, de prime abord, comment les choses semblent évoluer dans notre pays, la République démocratique du Congo, depuis 2023, donc 2023, les élections de 2023 jusqu'à maintenant. Ben, vous savez, ça dépend dans quel angle on peut prendre les choses, mais de manière générale, on peut constater que la situation ne s'améliore pas. Si on part de 2023, nous avons vu que le pays a perdu une partie de son territoire. Le pays connaît une situation sociale difficile, le pouvoir d'achat est en berne. Le pays connaît une situation économique assez dure. Il y a la monnaie qui continue à dégringoler. Et nous voyons, vous avez parlé de crise morale tout à l'heure, nous voyons que les antivaleurs continuent à se développer. On nous parle de détournement, on parle de vol, on parle à peine hier ou avant-hier, on a connu de tentatives d'évasion à la prison de Makala avec une centaine de morts. Les enquêtes sont déjà diligentées, mais lorsque vous avez appris la nouvelle, quel était votre premier sentiment? Ben, moi, ça ne m'a pas beaucoup étonné. Une prison construite à l'époque, si j'ai bonne mémoire, pour 1500 personnes. Aujourd'hui, héberge plus de 15 000 personnes, donc 10 fois plus. Vous voyez la promiscuité, la densité des personnes qui s'entassent dans cette prison que d'aucuns qualifient de mouroir. Et là où les gens sont dans une situation de pénibilité telle que parfois ils se posent la question entre mourir et vivre, est-ce que ça vaut la peine? Et ils prennent le risque de s'évader tout en s'exposant à la mort. Et je crois que le nouveau ministre qui a commencé une action d'assainissement, que nous espérons que cette action va aller jusqu'à terme. Et ce qui s'est passé là, ce qui s'est passé dans son bureau, qu'on a été aussi visité, ce sont des signes que... Selon les ministres, c'est un sabotage, ça pourrait être un sabotage? Peut-être même plus qu'un sabotage, c'est vraiment peut-être la coalition des forces du mal qui ne veulent pas que la situation change, qu'on puisse inverser la tendance pour une justice qui a été déclarée malade, qui doit pouvoir passer à la guérison. Moi, je me suis toujours dit, moi-même quand j'étais aux affaires, j'avais eu un échange avec mon frère Luzolo Bambi. À l'époque, je lui posais la question, quand il avait commencé cette démarche pour essayer d'assainir la situation, s'il avait le soutien total du plus haut de l'autorité suprême. Et il m'avait dit oui. Mais les jours où on lui a tiré dessus dans les environs de l'hôpital de Kitambo, quand il a voulu aller faire casser des bâtiments construits anarchiquement, je crois qu'il n'avait plus la même conviction. Et monsieur l'honorable Mbosso, vous êtes pour la construction d'un lieu d'incarcération beaucoup plus viable, espacé, ou bien qu'est-ce qu'il faut faire au niveau du CPRK? Parce qu'avec ça, ce n'est pas du tout intéressant. Mais je crois que le problème n'est pas seulement la construction des espaces. D'abord, il faut vraiment assainir la justice.
assainir la justice, parce que parmi les gens qu'on incarcère, lui-même le ministre, quand il est passé par là, il a constaté qu'il y avait des milliers de prisonniers qui sont là-bas en attente de jugement. Il y en a qui sont mis en prison, ce qu'on appelle les MAP, incarcérés à titre provisoire. Et tant que toutes ces situations ne sont pas réglées, donc on peut construire des lieux, augmenter le nombre de lieux d'incarcération, mais il n'y en aura jamais assez pour accueillir tous les délinquants. Il faut aussi améliorer la vie sociale, parce que la délinquance, les banditismes, les violences urbaines, les vols, les assassinats, ce sont des déviances sociales. Donc si on ne crée pas suffisamment d'emplois dans notre société, on n'augmente, on n'améliore pas les revenus dans notre société, il y aura toujours de la délinquance. Quand nous on grandissait, en tout cas nous qui sommes nés avant l'indépendance, on n'a pas connu des coulonas comme on les vit aujourd'hui. Il y avait quelques petits bandits de quartier qui se battaient avec des coups de poing. Mais aujourd'hui, avec des jeunes gens, avec des machettes qui sont prêts à découper n'importe qui, même des mamans avec des grossesses. Mais c'est extrêmement grave. Maman Adèle, vous vous rendez compte? Moi, j'ai fait une étude commanditée par la Banque mondiale sur les risques et la vulnérabilité, notamment sur les enfants de la rue. Vous voyez ces enfants-là qui dorment dans la rue, qui subissent toutes les intempéries, le soleil, la pluie, la faim, les dédains. Un enfant ne donne que ce qu'il a reçu. Les enfants qui n'ont pas reçu d'affection, quand ils grandissent en étant violents et ils n'ont pas de pitié. Et tant que la société n'aura pas réglé les causes et trouvé des solutions à ces problèmes-là, on n'aura pas suffisamment d'espace pour mettre tout le monde en prison. Je me rappelle qu'en Grande-Bretagne, j'allais une fois en Grande-Bretagne et il y avait beaucoup de groupes de Congolais qui s'attaquaient aux dirigeants politiques congolais quand ils allaient là-bas. J'en ai discuté avec l'ambassadeur ici à l'époque et dit pourquoi on laisse ces jeunes gens-là faire ces choses. Et l'ambassadeur de l'époque ici m'avait dit, mais monsieur Mbosso, vous savez, nous en Grande-Bretagne, on ne met plus les gens en prison pour des petites délinquances comme ça parce qu'il n'y a plus de place. Donc les prisons sont réservées pour les grands. Surtout pour la délinquance juvénile. Bon. Mais alors, je ne sais pas, je voulais un peu plus marteler là-dessus. On sait que par rapport à la tentative d'évasion, les enquêtes en cours vont déterminer les auteurs de cette préoccupation. Mais il y a ceux qui pensent qu'il faut à tout prix une mise en place d'une circulaire interdisant aux magistrats de transférer des prévenus à Makala. Et par après, qu'est-ce qu'il y aura? J'ai vu que le ministre a donné des instructions dans ce sens-là. Mais je vous dis... Il faut désengorger à tout prix Makala. Mais en attendant, on va mettre les délinquants où? On va les mettre où? Bon, il y en a qu'on a envoyés à Kanyamakassissé. Les soumettre à des travaux forcés, par exemple. Il y en a d'autres qui ont disparu dans la nature. Non, moi, je crois que fondamentalement, Madame Adèle, il ne faut pas combattre les manifestations. Il faut combattre les causes, les facteurs pour corriger une situation. Nous sommes face à un risque, les risques de violence. Il faut l'étudier, l'analyser. Quels sont les facteurs qui sont à la base de ces risques-là? Ces risques-là est dû notamment au fait que maintenant il y a eu la perte de l'autorité des parents sur les enfants. La croissance démographique aussi. La pauvreté. Moi, j'ai toujours considéré que la plus grande menace dans notre société, c'est la pauvreté. Quand des parents n'ont plus les moyens de prendre en charge leurs enfants, même des jeunes filles ici font dans la prostitution, ce qu'on appelle les tchèdes aujourd'hui, parce que les parents ne peuvent plus les prendre en charge, elles sont maintenant décident de se prendre en charge. Il y en a même qui commencent à prendre en charge leur famille, leurs parents. Et les parents ne peuvent pas demander où est-ce qu'ils vont trouver l'argent. Même les jeunes enfants, il y a la pédophilie, il y a même les jeunes garçons qui se livrent à la prostitution entre hommes.
Donc, tant qu'on n'a pas, si on ne résout pas les facteurs, parce que quand vous êtes devant un risque, moi j'ai une expérience dans la gestion des risques, il faut commencer par identifier quels sont les facteurs de ces risques. Et quand vous avez identifié ces facteurs, vous allez maintenant étudier les mesures. Il y a des mesures qui sont des mesures de prévention pour prévenir que cela arrive. Il y a des mesures d'atténuation pour que quand le risque est arrivé, comment réduire son ampleur et ses conséquences. Et il y a les mesures d'éradication pour essayer de l'éliminer. Et ces trois types de mesures c'est comme une maladie. Une maladie, la délinquance, la déviance, c'est comme une maladie. Une maladie qu'on a eu la pandémie de Covid ici, on dit que ça revient. On a eu les pandémies de sida. Mais ces maladies-là, on les a éliminées, soit beaucoup par des actions de prévention, de sensibilisation, tout ça, puis par des mesures d'atténuation, et il y a des mesures d'éradication. Parce qu'on parle déjà de la crise morale en République démocratique du Congo. Il y a des manifestations qui favorisent cette crise dans différents secteurs de la vie en République démocratique du Congo. Mais je ne sais pas ce que vous pouvez, c'est un peu de numérer ces différentes manifestations et c'est un peu d'éclaircir là-dessus. Est-ce que la crise morale en RDC n'est pas liée, entre autres liée, au taux de chômage qui reste élevé en République démocratique du Congo? Je disais que c'est un des éléments, mais pour moi l'élément le plus important, c'est la pauvreté. C'est la pauvreté et suivi de l'ignorance. Ça, je trouve que ce sont deux facteurs extrêmement... parce que la pauvreté, c'est un élément qui déshumanise la personne. Maman Adèle, dès que vous êtes là, vous avez soif, vous voulez boire de l'eau. Si vous n'avez rien sur vous, vous allez commencer à chercher des solutions. Les solutions, c'est de mendier. Vous allez dans la rue mendier. Et s'il n'y a personne pour vous servir, parce que là, nous allons voir que dans le domaine moral, il y a trois principes majeurs. Il y a les principes de non-préjudice. Il ne faut pas faire à autrui ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse à vous. Mais si vous laissez les gens, si vous, nous, les élites, les dirigeants, nous pouvons être à l'aise face à une population qui a plus de 70% vit avec moins de $1 moins de $2 par jour. Et dans cette situation de pauvreté, de famine, nous avons un des taux de malnutrition, il y a à peu près 40% de notre population qui vit dans la malnutrition. Ces gens-là, ils ont quelqu'un qui a faim devant, qu'est-ce qu'il fait? Des gens qui viennent, il y a des voleurs qui viennent voler des biens, de grandes valeurs. Mais il y a des gens qui viennent chez les gens pour voler un pain, pour voler un bol. Il faut résoudre les problèmes sociaux. C'est un problème vital, c'est pas un problème, c'est un problème vital. Parce que dans l'ordonnancement, dans la pyramide de Maslow, le premier niveau de besoins, c'est le besoin de survie. Il faut vivre, ainsi coûte philosophare. Avant de philosopher, de discuter tel que nous sommes là. Vous et moi, nous avons mangé quelque chose. Ce matin, j'étais un jour à l'hôpital général Mamayemo, qui vient d'être débaptisé, je crois, avec mon père quand il était encore vivant, paix à son âme. Les médecins, je crois, docteur Kabamba, de Reste Mémoire, qui nous avait reçus, qui était au service d'urgence, il m'a dit une chose que 80-90%, je crois, des gens qu'on amène en urgence à l'hôpital général de Mamayemo, qui est l'hôpital qui reçoit le plus de patients dans cette ville. Quand on demande à la famille de leur acheter un bol de lait avec un morceau de pain, quand ils ont mangé, les 3/4 sont guéris. Parce que quelqu'un malade, affamé, quand tu as pris un antimalarial, la quinine, sans avoir mangé, mais tu peux mourir. Quand tu as pris des antibiotiques sans avoir mangé, mais ça va te broyer les intestins. Donc, la pauvreté, misère et la faim, la malnutrition, ça c'est vraiment les premiers facteurs. C'est pour ça que l'économie de la République démocratique du Congo est pauvre. Les DSRP, les documents de stratégie pour la lutte
pour la croissance et la lutte contre la pauvreté. C'était donné ça comme premier objectif, réduire la pauvreté. L'économie est non seulement pauvre, mais la pauvreté a deux dimensions. Dans la croissance, on dit il y a le volume des richesses qui est insuffisant. À l'heure actuelle, nous avons un PIB de l'ordre de 60 milliards de dollars par an. C'est insuffisant pour près de 100 millions d'habitants. Ça nous fait à peu près moins autour de 500 dollars par habitant par an, par personne. C'est insuffisant. Mais d'autre part, il y a la mauvaise répartition des richesses, les inégalités. Les inégalités, il y a à peu près 5%, peut-être 10% maximum des personnes qui vivent bien, qui ont beaucoup, et 90% des gens qui n'ont pas assez pour vivre. Et ça, c'est un facteur dangereux pour... parce que les... Là, je me dis qu'il faut tenir compte de la répartition légale des ressources. C'est la répartition équitable des ressources. Parce que vous voyez, chaque année, quand on parle du budget, on parle de la réduction du train de vie des institutions. La réduction du train de vie des institutions. Mais en pratique, on ne fait pas. Il y a des mesures qui ont été prises ces derniers temps par le gouvernement, où j'ai des amis qui sont très compétents, que je salue. Mais pour réduire les taxes douanières, le TVA, certaines parafiscalités, mais on réduit les niveaux de taxation pour réduire les prix. Donc, mais on ne réduit pas les trains de vie. Parce qu'il n'y a que deux solutions chaque fois que vous retrouvez devant une équation entre les besoins et les ressources. Soit vous augmentez les ressources, soit vous réduisez vos besoins. Or là, les mesures qu'on a prises vont pour baisser les prix, vont diminuer les ressources. Mais on se plaint toujours que les institutions bouffent plus de 60% du budget de l'État. Et il reste 40% pour tout le reste, pour payer les salaires des fonctionnaires, pour investir. Or, on n'investit pas suffisamment. Nous consacrons moins de 10% de notre budget à l'investissement. Or, un pays qui n'investit pas, c'est-à-dire n'augmente pas son capital fixe, c'est quand vous produisez plus que vous pouvez avoir plus de revenus et que vous pouvez répartir aussi un peu plus. Mais avec la construction dans la partie est de la RDC, la construction de routes qui puissent désengorger la ville de Kinshasa. Et puis on voit aussi l'entreprise, une entreprise de brassicole qui est là, qui vient de s'implanter en RDC. Est-ce que vous pensez que tout ça, là, ces efforts-là vont... C'est moi, quand j'ai fait ministre de l'Industrie, qui suis le père des zones économiques spéciales. C'est moi qui ai lancé la zone économique spéciale. Je salue mes successeurs qui ont continué cet ouvrage. Et là, maintenant, nous sommes dans la phase où on commence à avoir les premières productions. C'est une source de création d'emplois. C'est bien que cette zone économique spéciale, c'est un environnement, un cadre, avec des infrastructures, accès à l'électricité, à l'eau, à des infrastructures de circulation, un service unique de taxation. Ça facilite l'attrait des investissements. Mais ce n'est pas suffisant. La crise économique s'accompagne simultanément avec la crise morale. Oui, parce que ceux qui sont dans la zone économique spéciale, qui est un cadre, un environnement tout à fait spécial, ça s'appelle zone économique spéciale, qui permet aux entreprises de bénéficier des mesures spéciales d'encouragement, d'exonération, d'incitation, mais les autres qui sont en dehors, qui souffrent des tracasseries diverses. Il y a des taxations à tous les niveaux, au niveau des communes, de la ville, au niveau de l'État. Il y a des services qui se créent à longueur de journée pour venir pressuriser. On s'est dit, j'étais à l'île Maurice, c'est un des pays les plus prospères d'Afrique, qui est le premier au niveau du climat des affaires. Nous souffrons, les entreprises se plaignent du mauvais climat des affaires.
Et là aussi se trouve un problème moral. Vous allez voir des gens qui viennent vous taxer sans aucune quittance, qui viennent vous imposer des taxations qui ne sont prévues dans aucun texte. Et quand vous voulez discuter, ils viennent et peuvent même vous sceller et vous n'avez aucune possibilité de résister. Et là, c'est l'assainissement du climat des affaires, l'harmonisation de tout l'effort fiscal. C'est un sujet qui est très vaste, le sujet de la moralité, de la crise morale. Vous voyez ici, en venant ici, les croisements boulevard du 30 juin avec l'avenue Kassavoubou. Mais c'est le cas Fernaoum. Vous voyez aucun respect des règles de conduite. Et puis nous sommes un pays sans permis de conduire. La crise morale, sans permis de conduire. Comment y remédier malgré les contraintes? Notre pays est buté à plusieurs contraintes. Dans la crise morale, excusez-moi, il y a plusieurs phénomènes, comme vous l'avez énuméré, qui sont vécus dans cette ville. Notamment, il y a le vol, l'escroquerie, l'hypermendicité, la flatterie, la violence, avec la naissance du phénomène Kounouna, vous avez fait allusion à ça, l'insalubrité, la prostitution et aller dans l'éducation, le point sexuellement transmissible. Il y a la paupérisation de population. Mais comment y remédier? Comment mettre fin à la crise morale ou bien atténuer les choses? Je vous ai dit, il faut identifier les facteurs. Voilà. Et moi, pour moi, je considère que le premier facteur, c'est la pauvreté. Et si, pour remédier à la pauvreté, il faut créer des emplois. Et pour permettre aux gens d'accéder aux revenus. C'est l'accès aux revenus. Quand quelqu'un, vous savez, moi, je suis parent comme vous et d'autres, vous savez, quand vous avez des parents avec des enfants qui ne peuvent pas rentrer à l'école, qu'on chasse parce qu'il n'a pas pu payer le minerval, vous savez ce que ça fait comme choc. Quand vous avez... J'ai un ami, lui c'était un ami qui travaillait dans la diplomatie, il était à l'extérieur du pays. À un moment donné, l'État ne leur envoyait plus d'argent. Ils n'étaient pas payés pendant plusieurs mois. Il me dit un jour, sa fille, la nuit, se réveille. Il me dit, papa, j'ai faim. Comme maman, là. Imaginez, vous avez votre fille de 16 ans, 18 ans qui se réveille. La nuit, elle a faim. Et vous, votre employeur ne vous a pas payé. Il ne vous a pas payé pendant des mois. Alors, vous êtes là. Et moi, c'est le moment où un parent se dit, mais qui suis-je? Est-ce que je suis un irresponsable? J'ai décidé de mettre au monde ces enfants qui ne l'ont pas demandé et je ne suis pas capable. Et ces enfants-là, demain, s'ils se retrouvent dans la rue... Mais, honorable Mbosso, quand on voit les pays déployer des efforts considérables, notamment dans cette idée de valoriser ces coins de la capitale Maluku, on voit déjà il y a la présence de l'entreprise brassicole dont j'étais le nom, mais c'est aussi une façon de créer de l'emploi parce qu'il y a beaucoup de jeunes gens ont pris d'assaut cette entreprise pour quémander, solliciter, déposer leur demande d'emploi et consorts. C'est déjà un geste qui a salué. Il faut continuer dans ce sens. Ce n'est pas suffisant. Il faut... je ne veux pas utiliser des mots trop compliqués, mais il faut dans ce pays un taux d'à peu près 25 à 30% de taux d'investissement par an pour qu'on puisse résorber progressivement les chômages. Ce qui est fait là-bas, surtout que je suis parmi les initiateurs de ce projet, je m'en félicite. Donc il faut qu'il y ait plusieurs projets comme ça. Mais ça, c'est bien. Je suis passé par le ministère de l'Industrie, donc je me félicite qu'il y ait ce début d'industrialisation à travers ces projets-là. Mais le plus gros grenier de création d'emplois dans ce pays, c'est l'agriculture. Le gros de notre population est rurale. Plus de 60 ou 70% de la population congolaise est dans les milieux ruraux. Quelle agriculture? La première, c'est vivrière. Il faut manger avant de faire autre chose. Si ventre affamé n'a point d'oreille. Donc, mais l'agriculture a beaucoup de contraintes qui sont en dehors de l'agriculture. La première, c'est l'état des routes. La connectivité. Les gens produisent... Des routes et des certes agricoles. Voilà. Ils ne sont pas... On ne s'en occupe pas de manière générale.
Comment est-ce que l'État congolais peut procéder rapidement pour lancer ces travaux simultanément et qu'il y ait des résultats escomptés ou probants? Mais il faut des priorités, c'est ça le rôle de la planification. On n'a pas suffisamment de ressources, on ne peut pas tout faire. Il faut prioriser. Moi, j'avais proposé, à l'époque, j'avais lancé aussi l'initiative, un projet qu'on appelle les pôles de croissance. Le projet pôle de croissance. Ce projet, l'approche des pôles de croissance, qu'est-ce que ça stipule? On commence à identifier les foyers de grande production, de grande production agricole. Et quand vous avez identifié ces foyers-là, vous identifiez leur marché. Parce que dans l'approche moderne, l'approche marketing, on vend avant d'avoir produit. On ne produit pas des choses qu'on ne sait pas vendre. Parce que quand les pauvres paysans produisent des produits que personne ne vient acheter, ils restent pauvres, les produits restent là et pourrissent. Donc, de toute façon, du point de vue des produits alimentaires ici, jamais ne manque de consommateurs. Partout où on peut, il y a des produits vivriers, les marchés se créent. Par exemple, pour les Congo central, les grands Bandundu, les grands marchés, c'est Kinshasa. Donc, il faut connecter, il y avait un programme, il faut connecter les milieux ruraux avec les centres de consommation. Vous voyez, aujourd'hui, avec l'occupation d'une partie de notre territoire à l'Est, il y a des grandes difficultés pour les gens des régions comme les Rutshuru, partout, parce que leur centre de consommation, c'est Goma. À partir du moment où ils n'ont plus accès à Goma, ils ne peuvent pas amener leurs produits là-bas. Ils sont obligés de consommer ce qu'ils produisent. Et Goma, les prix flambent parce qu'ils sont difficiles à pouvoir faire venir les produits qui sont produits dans les grands. Donc nous avons des grands centres de consommation, Kinshasa, Mbuji-Mayi, Kisangani, Lubumbashi. Donc voilà quels sont les l'arrière-pays de tous ces centres de consommation-là. Et quels sont les produits dont ils ont besoin. Lubumbashi consomme beaucoup de maïs. Nous, là, nous sommes obligés d'aller importer du maïs de la Zambie. Nous qui avons 2 500 000 km² d'espace, nous avons 80 millions d'hectares de terres arables, mais nous n'arrivons pas à lever les contraintes qui doivent permettre de relancer la production agricole. La première contrainte, c'est la route. La route. Il y a un grand géographe français qui a dit quelque chose que j'aime beaucoup. Il a dit « L'état des routes dénote de la déroute de l'État ». Ça exprime la déroute de l'État. Là où les routes ne fonctionnent pas, l'État est en déroute. Donc, ça, c'est la première. Deuxième chose, il faut transformer les produits agricoles. Là, il faut trouver des conditions de transformation. Parce que les produits frais, vivres frais, là, on ne peut pas les conserver. Et pour les transformer, il faut de l'électricité. Ce sont les deux grands secteurs d'appui à l'agriculture. La route, l'infrastructure routière et l'énergie. Et nous sommes bien... Monsieur Honorable Mposo, la RDC est un pays en voie de développement, dépourvu d'investisseurs. Comment est-ce que l'État congolais, à lui seul, peut s'organiser pour remonter facilement cette pente économique, sachant qu'à l'est de la RDC, l'insécurité est toujours grandissante, la guerre qui nous a imposée injustement par le pays voisin, cette guerre est loin de finir, ainsi de suite. Comment l'État congolais à lui seul peut s'organiser? On sait que le gouvernement a beaucoup de défis à relever. Il faut améliorer la gouvernance. Il faut améliorer la gouvernance. Parce que quand vous améliorez votre propre gouvernance, nous avons parlé de réduire les trains de vie de l'État. Il faut déjà, nous-mêmes, si nous pouvons faire des économies dans les dépenses que nous pouvons réduire, notamment les dépenses qui vont au fonctionnement des institutions, pour dégager de l'argent pour investir plus, pour améliorer l'état de nos routes, pour améliorer l'accès à l'énergie. Il y a des petites centrales hydrauliques, on parle toujours du Grand Inga, mais il y a des petites, à travers toutes nos rivières, il y a moyen de faire des petites microcentrales qui peuvent permettre de produire de l'énergie. Et en améliorant, il faut restaurer l'autorité et la crédibilité de l'État. Parce que le rôle de l'État est là d'encourager. L'État n'est pas l'investisseur, n'est pas l'entrepreneur. Mais pour attirer les investisseurs, il faut qu'ils trouvent un État qui est efficace, un État qui garantit. Vous savez, nous parlons toujours de ce pays comme un grand pays. Nous ne sommes pas un grand pays, Mamadel. Nous sommes un vaste pays. L'étendue, c'est différent de la grandeur. La grandeur, c'est la puissance. C'est pas grand et vaste.
Non, c'est vaste, c'est pas grand. La grandeur, c'est la puissance. Si on dit vous êtes une grande dame, c'est pas la même chose qu'une vaste dame. Okay. Non. Voilà. La grandeur, c'est la puissance, c'est la résilience, c'est la capacité à rebondir, à résoudre des problèmes. Voyez notre voisin, je vais prendre l'exemple de l'Angola. L'Angola avait eu son indépendance après nous, avec beaucoup de difficultés. Il y a eu la guerre civile pendant longtemps. Ils sont devenus indépendants. Et en RDC, tout ce dingue, c'est pas parce que nous sommes agressés. Ah non, nous n'avons pas toujours été agressés. Depuis 60, on n'était pas agressés tout le temps. On n'a eu que des troubles. Mais l'Angola avait l'UNITA. Il y avait encore les frères qui bougent. C'est un problème de dirigeants. Ils ont commencé par bâtir une armée puissante. C'est un problème des dirigeants. Ils ont des leaderships, c'est ça. La gouvernance. Il faut un leadership transformationnel. On a bâti une armée puissante. Là-bas, tu peux pas aller te balader en Angola, faire n'importe quoi. Ils ont bâti un État fort. Moi, j'ai fait toutes les frontières du Congo central avec l'Angola. Mais là-bas, vous savez, dans nos frontières, vous trouvez une trentaine de personnes. Mais si les dirigeants... Chacun prélève des taxes. Vous parlez de la gouvernance, améliorer la gouvernance, mais au moment où les dirigeants africains sont combattus, sont gérés par l'Occident, il y a des instructions qui viennent de la communauté internationale, ainsi de suite. Comment est-ce qu'ils peuvent bien facilement voler de leurs propres ailes et que les résultats puissent profiter à la population? Mais, vous savez, il y a des injonctions de l'autre côté. Mais oui, mais les injonctions ne s'amplifient que quand on leur laisse. C'est un peu... Nous sommes tous les deux... L'Église catholique, nous sommes au mois de septembre, le mois des anges, c'est dans les combats spirituels. Mois de la Bible, hein? Mois de la Bible, mois des anges. Voilà, ok. On dit toujours que le diable ne vient pénétrer chez vous que quand vous lui avez ouvert la porte ou la fenêtre. Mais si vous prenez toutes vos précautions, parce que vous ne pouvez pas. Écoutez, pour organiser nos frontières, les gens là vont... Pourquoi l'Angola a 2 agents à toutes les frontières? Un de l'immigration et un de la douane. Vous passez à l'immigration, on vérifie vos papiers. L'Angola, c'est un pays qui est resté longtemps dans la guerre. Dans la guerre. Et comme ils ont eu le temps d'essayer. C'est pour ça que j'ai compris. Et pourquoi nous n'avons jamais vécu pas resté dans la guerre. Guerre. Nous n'avons jamais vécu la guerre. Mais toutes les guerres qu'on a depuis 60, on a eu les Moulélé, on a eu les deux guerres du Qatar. Savimbi et les autres. Ah oui, mais comment nous avons eu les Moulélé ici? Nous avons eu les Diabos, les FNL au Katanga, nous avons eu Kabila Père à l'époque. Non, nous avons des Maïmaï, nous avons connu presque, c'est pour ça que je prends l'Angola, je ne peux pas comparer. Si les grandes puissances arrivent à armer les pays voisins de l'Est de la RDC pour empêcher aux dirigeants, par exemple, de travailler en toute quiétude, vous pensez qu'il y a moyen de contourner cette réalité? Oui, et vous savez que nous, à l'époque, les Zaïre étaient armés pour soutenir l'UNITA, pour combattre l'Angola. Okay. Ah, mais l'Angola a commencé par se doter d'une armée puissante. Aujourd'hui, aucun État ici tout autour n'est pas allé s'aventurer d'attaquer l'Angola. Mais a mis de l'ordre dans son État. Vous voyez les gens qui vont en Angola, j'ai encore une famille qui vient de là. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Nous avons perdu l'autorité de l'État. Nous avons eu un pays, nous avons eu une histoire. L'époque coloniale. Et je voudrais ajouter, quand je parle de l'autorité de l'État, il faut mettre fin à l'impunité. C'est ça la gouvernance. Il faut mettre fin à l'impunité. Je le disais moi quand j'étais aux affaires. Parce que ce qui se passe là, des désordres dans la rue. Le ministre de la Justice est déterminé à se distinguer. Il ne va pas jouer dans tous les secteurs. Hein? Vous avez vu, on a connu les déguerpissements des diplomates par une action des magistrats et de la police. Mais les policiers de roulage, ce n'est pas les ministres de la Justice. C'est à la douane, ce n'est pas les ministres de la Justice. L'État dans son ensemble, il nous faut, pour restaurer la moralité, il faut un État efficace, un État impartial, un État juste. Voilà. Où personne n'est au-dessus de la loi. La loi, c'est la règle suprême. Après Dieu, c'est la loi.
La loi est dure, mais c'est la loi. C'est la loi. Parce qu'on parlait de la crise morale en République démocratique du Congo, laisse-moi vous compléter, cette situation fait que les parents perdent de plus en plus l'autorité sur les enfants. La quasi-totalité des communes de la ville de Kinshasa vit les effets de cette crise morale. Les quartiers, communes, périphériques comptent un grand nombre de personnes impliquées dans cette crise morale liée à l'oisiveté consécutive au chômage. Moi, je viens compléter parce que l'honorable Mbossa a parlé, il est en train de marteler sur la pauvreté. Moi, j'ajoute le chômage aussi. Mais pas plus tard que hier, c'était la rentrée scolaire. Nous avons remarqué que cette rentrée n'est pas du tout effective. Entre autres, les enseignants déplorent leur enveloppe salariale qui devait être revue aussi à la hausse. Pourquoi pas donner quand même l'opportunité aux enseignants de ne toucher ne fût-ce que $500 par mois? Parce que là aussi, on voit, ils ne vont pas bien dispenser les cours et on parlera de la crise morale aux écoles, dans les établissements scolaires. Mais là, je vous rejoins, Madame Adèle, c'est l'éducation, c'est un des socles de la transmission des valeurs. L'école, c'est une institution qui a pour mission de transmettre des valeurs. Comme la famille, c'est une institution. Ce sont les deux mamelles qui forment l'homme. Demain, l'homme des valeurs, l'homme qui doit avoir des normes, l'homme qui doit avoir des références pour dire, qui pouvoir distinguer le bien du mal. Aujourd'hui, il y a des enfants qui naissent sans savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Parce qu'ils arrivent directement dans une société où ils trouvent... Il y a des quartiers entiers qui sont contrôlés par des koulouna, où la police n'a pas la possibilité d'accéder, la possibilité d'agir. Où quand même la police est là, dans un souciat de quartier, s'il y a une dizaine de policiers en face d'une centaine de koulouna, ils ne peuvent rien. Les souciats sont insignifiants, hein. Il faut augmenter ça en nombre. Or, là où l'État, qui est la seule autorisée par la loi à être détentrice de la violence légale, si elle n'est plus seule, elle est débordée par les violences illégales, alors c'est fini. C'est fini, la société est totalement déprimée et débridée. Donc là, c'est un problème. Améliorer les salaires des enseignants, oui, c'est vrai, c'est vraiment nécessaire. Mais ça suppose que l'État doit créer de nouvelles ressources ou diminuer là où les gens... Mais vous voyez ce débat-là sur les inégalités, on ne l'aborde jamais totalement. Il y a des gens qui vont vous dire, même si on réduit un peu chez les dirigeants, ça ne va pas suffire pour payer plus les autres. Mais au moins que les gens sentent que s'il y a des sacrifices, ces sacrifices-là sont partagés. Sont partagés. Quand il y a des écarts de 1 à 10, entre les plus bas et les plus hauts, c'est des écarts qui sont considérés comme normaux. Mais s'il y a des écarts de 1 à 100, bon, les gens se disent quand même, hein, pourquoi il y a quelques-uns qui prennent le gros du gâteau et tous les autres, on a passé. Donc, il y a un effort à faire pour non seulement augmenter la part du gâteau, mais améliorer sa distribution. La redistribution des richesses doit être équitable. Pour que quand il y a peu, comme dans une maison, quand vous n'avez pas assez, vous avez une seule boule de foufou, vous êtes une famille de 10 personnes, chacun va prendre une petite boule. Si demain vous avez deux boules... On ne mangera pas notre faim. Non, vous ne mangerez pas votre faim, mais chacun comprendra que chacun a pris un peu parce qu'il n'y a pas assez. Quand ça va augmenter, chacun aura 2 boules. Et tout le monde va accepter les sacrifices. Mais si vous, parents, vous avez pris la moitié de la boule, vous laissez l'autre moitié pour les 8 enfants, qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais papa et maman, vraiment, eux, ils se sont bien servis. Honorable Mbosso, n'est-ce pas qu'il faut de réformes à tout prix pour que les enseignants soient quand même mécanisés? Quel type de réformes comme ça? Mais les réformes, le problème, c'est que dans ces pays, nous avons fait beaucoup de réformes. Nous avons de très bonnes lois. Mais c'est la mise en œuvre, l'application qui pose problème. Mais c'est là où on ne respecte pas ce qu'on décide. Hein? Parce que si vous prenez... Moi, j'ai toujours dit, chaque fois que je vais dans
assemblée où on décide de créer de nouvelles institutions, de faire de nouvelles lois, de nouvelles réformes. Je dis, évaluons d'abord ce qu'on a déjà décidé. Est-ce qu'aujourd'hui, maman, Adèle, si nous pouvons prendre un jour le nombre de réformes et de lois qu'on a déjà décidées dans ce pays, même depuis les 5-10 dernières années. Ça souffre quoi d'application? Ça souffre d'inapplication. Inapplication, voilà. Ça souffre d'inapplication. Pourquoi continuer à faire de nouvelles réformes si les anciennes, on ne sait pas les appliquer? Pourquoi? Et c'est l'homme. C'est l'homme, parce que parmi les gaps que nous avons dans ce pays, pas les gaps financiers, parce que le budget est insuffisant, peut-être les gaps des infrastructures, nous avons parlé des infrastructures routières, énergétiques qui sont insuffisantes, mais il y a les gaps du capital humain. C'est ça les gaps les plus importants, parce que c'est l'homme. L'homme, c'est le principal acteur pour introduire les changements. Parce que l'homme peut refuser les changements. L'homme a le libre arbitre créé par Dieu avec la liberté même d'obéir ou non à ce que Dieu lui demande. Alors, d'autant plus si ça lui est demandé par des hommes. Alors, donc, si nous ne travaillons pas sur les changements des mentalités, si nous ne travaillons pas sur les changements des valeurs, sur l'adhésion aux valeurs, sur l'acceptation par nos populations, d'abord l'élite, les leaders, parce qu'une des caractéristiques principales du leadership, c'est l'exemplarité. Voilà. Faites ce que vous dites, mais pas dire ce que vous ne faites pas. Voilà, merci beaucoup pour cet éclairage. C'était clair comme dans un livre d'images, clair comme l'eau de la source. Honorable Mbosso, en guise de message particulier, quelle perspective pour sortir de l'impasse? Vous avez 2 minutes pour ça parce que nous sommes à la fin. Quelle perspective? C'est la prise de conscience. Le Père Roger dit souvent à Radio Marie, il y en a qui ont la conscience émoussée. Quand les gens ont la conscience émoussée, ils ne savent plus distinguer ce qui est bien et ce qui est mal. Que nous prenions conscience que nous sommes un pays avec un potentiel immense pour devenir grand et locomotive de l'Afrique, et comportons-nous en conséquence. Voilà, c'était un plaisir énorme de vous recevoir sur ce plateau pour parler de l'actualité. Nous avons martelé sur la crise morale de la République démocratique du Congo avec mon invité qui n'est pas présenté, mais pour ceux qui ne le savent pas, la nouvelle génération, peut-être, c'est l'honorable Simon Mbosso, consultant international. Vous avez pris l'émission en cours, ce n'est pas un problème, la rediffusion, c'est les samedis à 13h, heure de Kinshasa. Merci aux preneurs de vue, merci à la chaîne de référence pour ces programmes. Moi, je compte vous retrouver très prochainement pour un autre numéro. Vous voulez participer à l'émission Les Rendez-vous, nous sommes joignables au 081 94 95 181. Une très belle soirée à tous et chacun.